Alors du coup, je vais vous présenter ce que j'ai fait cet été pendant mon stage et également un peu ce que j'ai fait pendant l'année dernière dans le parcours Innovert, puisque mon stage a été la suite du parcours Innovert. Du coup, j'ai aussi travaillé avec les TPG et donc la librairie GGLati de l'équipe Bader. Et j'ai essayé d'appliquer les TPG pour essayer de réduire la complexité de VVC, du coup, qui est de l'encodage vidéo. Et je me suis un peu spécialisé sur un des processus internes à VVC, la partie partitioning. Du coup, dans mes explications, je vais un peu me servir du fait que Thomas a déjà présenté les TPG, et je compléterai un peu plus tard, ce que je disais tout à l'heure, la partie évolution genetic algorithm. Mais du coup, je vais d'abord commencer par une petite présentation de qu'est-ce que c'est VVC et plus spécifiquement comment ça marche le partitioning dans VVC. Alors du coup, déjà, pourquoi VVC? Pourquoi est-ce que j'ai essayé de faire de la réduction de complexité sur VVC? Donc VVC, c'est, alors pour Versatile Video Coding, c'est une nouvelle norme d'encodage vidéo qui a été release l'été dernier, et elle est là pour mieux faire face aux exigences futures du marché vidéo. Donc elle remplace son prédécesseur, HEVC, donc en repartant totalement de son principe, mais avec de nouveaux outils. Des nouveaux outils qui marchent bien, puisqu'on améliore ce qu'on appelle l'efficacité, donc c'est le rapport qualité de vidéo lors du décodage, avec la taille du flux binaire nécessaire pour encoder la vidéo. Donc elle l'améliore de 25% par rapport à HEVC, mais par contre, ça représente une addition enfin, un surplus de complexité de calcul qui est 25 fois supérieur à celle d'HEVC, qui était déjà conséquente. Alors, du coup, l'entièreté du processus de VVC, c'est un beau morceau et c'est assez complexe, mais du coup, je me suis... Enfin, mais le principe déjà, c'est que en entrée, on rentre une suite d'images, une vidéo, et on veut les transformer en flux binaire. Et donc, il y a plein de processus qui rentrent dans ce procédé. Mais le premier bloc qui nous intéresse en entrée du schéma, c'est le partitioning. Et du coup, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Donc, en entrée, on a une image, enfin même une imagette, c'est-à-dire un bloc qu'on a extrait un bloc carré qu'on a extrait d'une des frames de la vidéo d'origine, et on veut venir le séparer en plus petits blocs de taille pas forcément égale, parce que le but c'est qu'on ne veut pas forcément coder le même niveau de détail partout dans l'image. Si par exemple on prend une image, je sais pas, un paysage avec un bout de ciel bleu, on voudra plus de détails sur l'arbre qu'on voit au fond que sur on va dire le ciel bleu uni de la Bretagne. Et du coup, au niveau du vocabulaire, ce que j'appelle un CTU, un Coding Tree Unit, c'est un des blocs carrés qui proviennent de la frame originale. Et un Coding Unit, c'est un des blocs élémentaires final après le partitioning, qui ne fait pas, enfin, tous les blocs ne sont pas carrés et ne font pas forcément la même taille. Avant, dans HEVC, il y avait deux façons de séparer chaque CU. Ah oui, j'ai oublié de dire que le partitionnement est récursif. On le voit un peu sur la petite imagette et je le détaille un peu plus tard. C'est-à-dire que chaque CU peut être redivisé jusqu'à ce qu'on arrête de le rediviser. Et du coup, dans HEVC, il y avait deux façons de diviser un CU, ou alors on le séparait en 4 autres carrés de taille plus petite, ou alors on arrêtait le partitionnement récursif. Et VVC ajoute de nouveaux outils, du coup, ou la possibilité de couper un carré en deux, donc un split binaire, ou alors en trois, un split ternaire, et du coup, chacune de ces possibilités horizontalement ou verticalement. Donc si on compte bien, ça fait 6 possibilités différentes pour à chaque étage de l'arbre de partitionnement. Alors je dis quasiment parce que dans les faits, il y a quelques restrictions qui rendent impossible certains splits dans certaines conditions. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai essayé de réduire la complexité de calcul de ce processus? Parce que pour trouver la meilleure façon qu'on aurait de diviser un CTU, le meilleur arbre de partitionnement, l'encodeur utilise un outil qu'on appelle le RDO process, donc pour Rate Distortion Optimization. Donc c'est littéralement le coût de l'optimisation de la quantité de données encodées par rapport à la perte de qualité vidéo. Et le calcul de cet outil, il est assez lourd en termes de complexité. Et le problème, c'est que pour trouver le meilleur arbre de partitionnement, comment est-ce qu'on peut diviser le CTU initial, l'encodeur il fait une recherche exhaustive parmi toutes les possibilités.
Donc, il calcule le RDO cost pour chaque et à la fin, il sélectionne la solution qui a le RDO cost le plus faible. Alors, pour mieux visualiser le partitionnement, vous avez un exemple ici. Donc, ça, c'est un partitionnement qu'on aurait pu obtenir avec HEVC. Donc, il n'y a que deux splits différents, NP et QT. Et ça, c'est un exemple qu'on aurait pu obtenir avec VVC, donc en rajoutant les nouveaux splits possibles par VVC. Donc, quand on considère le nombre de possibilités d'arbres de partitionnement, sachant qu'on part, alors j'ai un petit doute, mais je crois que le CTU initial, c'est de taille 128-128 ou 64-64, et qu'on peut descendre jusqu'à des blocs de taille 4x8 ou 8x4 pixels, ça fait beaucoup de possibilités. Et donc, ça, c'est une complexité de calcul qui explose, en fait. Et pour chiffrer un peu ça, Alexandre a estimé le potentiel de réduction de complexité de ce processus dans un de ses papiers. Et du coup, si on se place dans le cas optimal, alors qu'il n'arrivera jamais, mais le cas où l'encodeur calcule juste le RDO cost du meilleur arbre de partitionnement possible, on pourrait monter à 97% de réduction de complexité. Et du coup, pour une belle transition, une façon qu'aurait l'encodeur de ne traiter que la solution optimale, ce serait qu'une petite voix lui souffle à l'oreille la solution, et que, par exemple, cette petite voie soit un TPG. Alors, je ne vais pas du tout détailler le fonctionnement des TPG, puisque Thomas l'a très bien fait, mais je reviendrai un peu plus tard sur certains aspects. Du coup, j'ai utilisé JJLati, c'est-à-dire que je me suis créé un environnement qui permettait aux TPG de s'interfacer avec les CU, les CTU. Alors, les TPG que j'ai mis en place, ils traînent qu'un seul étage de l'arbre de partitionnement. C'est-à-dire que si on veut vraiment faire le partitionnement en entier, il faut appeler plusieurs fois un TPG ou alors appeler plusieurs TPG. J'ai travaillé avec des bases de données que m'a fourni Alexandre qui contiennent du coup les données qui représentent les imagettes, les CU, et à chaque fois le split optimal pour chaque CU. Et ce split optimal, il a été déterminé par la recherche exhaustive de VVC dans un modèle de test qui s'appelle VTM pour VVC Test Model. Et parmi ces bases de données, il y avait deux types de données différentes, ou alors les CU en entier, bêtement avec les valeurs des pixels, quoi, les imagettes. Donc là, j'avais qu'une seule base de données avec des CU de taille 32 x 32. C'était surtout pour tester au début. Et ensuite, un deuxième type de base de données, enfin un deuxième type de données, des données qui sont générées par le CNN d'Alexandre, qui travaille aussi sur le même sujet. Alors, j'explique assez mal ce que sont ces données, du coup, je vais beaucoup le simplifier, mais en gros, les données correspondent à des probabilités de split qui ont été prédites par le CNN. Donc, sur la petite image à droite, on voit en fait le CNN rend un vecteur de probabilité avec à chaque fois quel split est probable à tel endroit de l'imagette. C'est assez mal expliqué. Et du coup, donc, voilà pour la présentation du contexte. Et du coup, pour présenter rapidement les solutions que j'ai testées, la première, c'est la plus simple, celle qui vient, enfin la première qui vient à l'esprit. C'est un TPG unique qui choisit entre les 6 splits possibles pour VVC. Donc ça ressemble, enfin c'est carrément un problème de classification. Je lui donne en entrée l'imagette et le TPG choisit une action, un split. Donc pour cette solution, je me suis un peu cantonné au dataset avec les valeurs des pixels, puisque les résultats étaient pas convaincants du tout. Donc à savoir au mieux 30% de bonne classification, au maximum. Alors je précise quand même que le problème est assez complexe, puisque les CNN font entre guillemets au mieux 60%. Et quand on regardait un peu pourquoi les résultats étaient aussi mauvais, on se rendait compte que le TPG avait tendance à tout miser sur certaines classes, et donc à faire des bons scores individuellement sur ces classes, mais à complètement abandonner les autres classes, ce qui cassait complètement le score global. Mais du coup, avec cette histoire de spécialisation sur une ou deux classes, on a testé une autre solution, faire 6 TPG binaires, qu'on appellerait en cascade ensuite. Donc les TPG binaires, chaque TPG binaire a le choix entre deux classes, ou alors une qui lui est particulière, par exemple NP pour le premier, ou alors une classe autre, et comme ça on descend dans la cascade jusqu'à ce qu'un TPG dise « Ah je pense que pour ce CU, c'est le split QT par exemple ». Donc au final, ça donne de bons scores individuels, mais globalement, le score de la cascade n'est pas meilleur, puisque ça revient globalement à multiplier les probabilités,
les résultats de chaque TPG, et on reste autour des 30%. Alors ensuite, on a essayé d'utiliser le deuxième type de données que j'ai présenté tout à l'heure, donc de modifier l'input des TPG, l'état de l'environnement qu'on envoie au TPG, et donc d'utiliser les probabilités qui sont précalculées par le CNN. Alors au niveau des résultats, c'était mieux. On reste dans les mêmes ordres de grandeur, hein, avec les CU de taille 32-32, je montais jusqu'à 37% de score global, mais avec des scores individuels qui montaient jusqu'à 75%. C'est-à-dire, quand je dis score individuel, c'est 75% du temps, le TPG trouve bien si le CU que je lui ai donné correspond à son split, à l'action sur laquelle il est spécialisé, ou alors au reste, quoi. Mais du coup, on voyait quand même que la cascade, ça paraissait pas optimal comme structure en inférence. Du coup, ça nous a amené à la solution la plus récente et la dernière. Du coup, ici, j'appelle tous les TPG en parallèle et je stocke le résultat de ceux qui ont répondu positivement. Donc, dans l'exemple sur le schéma, j'exécute tous les TPG sur le même CU et je vais stocker, donc ici, c'est NP et TTV, les TPG qui sont associés au split NP et au split TTV qui ont dit ce CU, je pense qu'il doit être classifié avec mon split. Donc je stocke ce résultat et si le split optimal, donc ici dans mon exemple c'est NP, est contenu dans le vecteur qui contient les splits qui ont été proposés, alors je considère que c'est une bonne classification. Donc avec une telle méthode, on monte à un score global de 65%, mais par contre le calcul du score est différent, on ne peut pas vraiment comparer les méthodes, puisque avec cette structure parallèle, on peut avoir plusieurs choix et qu'on compte une bonne classification tant que le bon split est sélectionné. Mais ça reste la meilleure solution puisque déjà, elle est utilisable comparée aux 30% de bonne classification des autres méthodes et qu'elle simplifie quand même beaucoup le processus de partitioning puisque même dans le cas où il y a plusieurs splits de proposés, ça permet de tester que cela dans VVC et du coup d'alléger le processus. Sachant que j'ai équilibré les bases de données pour qu'en moyenne, il y ait 2,3 splits qui soient sélectionnés par exécution. Donc voilà, ça correspond à peu près à là où j'en suis actuellement. Donc, je suis toujours en train d'entraîner des DPG pour 25 tailles de CU, parce qu'on va essayer avec Alexandre, enfin Alexandre va essayer d'intégrer les TPG dans VTM pour qu'on se rende compte vraiment si oui ou non c'est viable. Parce que pour l'instant, j'obtiens juste des scores qui sont basés sur la solution optimale d'après VTM. Mais si ça se trouve, les solutions qui sont trouvées par les TPG correspondent peut-être pas au RDO cost qui est minimal, mais quand même un RDO cost qui est faible, ce qui nous arrangerait quand même, puisque le but premier, c'est de réduire la complexité de partitionnement de VVC. Du coup, ça, c'était pour la partie VVC. En parallèle, j'ai aussi fait du coup de l'étude de paramètres sur les TPG. Alors, j'ai fait ça sur MList, du coup, qui est un problème de classification qui est similaire au problème que j'avais sur VVC, puisque une des motivations pour faire ces études, ça a été ma difficulté à choisir mes paramètres quand je lançais mes entraînements. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui influent les uns sur les autres, et comme les TPG sont assez récents, on a très peu d'infos sur le comportement de chacun de ces paramètres. Alors, je ne sais pas trop combien de temps il reste, mais si je vous parle de ces études, il faut que j'explique comment les TPG évoluent, donc la partie génétique algorithme. C'est ce qu'expliquait un peu Thomas tout à l'heure, c'est que les TPG reposent sur un peu la théorie de l'évolution de Darwin. C'est-à-dire qu'au départ, quand on initialise un graphe, on initialise une population d'individus. Donc, dans notre cas, un graphe, c'est une route. Pardon, un individu, c'est un graphe, donc une route. Au départ, c'est initialisé complètement aléatoirement. Les valeurs des programmes, où pointent les routes, etc. Tout est aléatoire. Et ensuite, on vient répéter les étapes suivantes, c'est-à-dire qu'on va évaluer chaque individu, chaque graphe dans son environnement. Donc, cette évaluation elle peut se faire sous la forme d'un score, par exemple, sous MList. Et à la fin de cette évaluation, on obtient un classement des meilleurs individus. Après, on passe à l'étape 2, c'est-à-dire qu'on vient décimer les individus les moins bons. Cette décimation, elle a un paramètre important, c'est le taux d'individus qu'on supprime à chaque décimation, à chaque génération. Donc ça peut être 50% comme 95% des individus. Et après, on passe à la dernière étape, l'étape de variation ou de mutation. On vient recompléter, re-remplir la population
avec des variations des meilleurs individus. Comme ça, on s'assure d'aller toujours un peu vers le haut, puisqu'on garde toujours des traces des meilleurs individus dans la population. Et voilà, ces 3 étapes, ça fait ce qu'on appelle une génération. Et un entraînement, ça dure un certain nombre de générations. Par exemple, sur MNIST, je faisais des entraînements de 300 générations. Donc voilà pour le principe. Maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi il y a autant de paramètres. Parce que les paramètres vont du nombre d'individus de la population, qu'on appelle N des routes, ou alors du ratio de décimation dont je parlais tout à l'heure, ratio deleted routes. Mais ça peut aussi être des paramètres plus annexes, comme la taille maximum des programmes, le nombre maximum d'instructions dans un programme. Il y a toutes les probabilités différentes, probabilité de mutation d'une arête, de l'opérande d'un programme, etc. Et ça fait au total une trentaine de paramètres. Alors du coup, pour faire cette étude, j'ai fixé l'entièreté des paramètres en prenant comme référence les valeurs qui apparaissent dans la thèse de Stephen Kelly. Et à chaque fois, pour chaque étude, j'en faisais varier un ou deux sur une échelle de valeurs. Et je notais à la fin de l'entraînement le meilleur score obtenu sur MNIST. Et je répétais, je faisais 5 études, je crois, à chaque fois, parce que c'est quand même vachement aléatoire. Et du coup, vous voyez sur la courbe que vous avez sous les yeux, ça fluctue pas mal, quoi. Du coup, ici, vous avez une courbe de l'influence de la taille maximum des programmes, qui est assez peu intéressante comme courbe, comme la majorité que j'ai obtenue. C'est-à-dire qu'elle est assez plate, quoi. Alors, on voit quand même qu'il y a des trucs un peu bizarres. Par exemple, le score reste à peu près similaire si la taille maximum d'un programme, c'est une instruction, que si le programme peut monter jusqu'à une taille de 500 instructions. Donc, c'est assez bizarre, mais en même temps, les paramètres que j'ai fixés, les valeurs de référence que j'ai prises pour cette étude, ne correspondent pas vraiment au problème de MNIST. Et du coup, une deuxième étude plus intéressante, c'est l'étude du nombre d'individus de la population en fonction de de quel pourcentage d'individus on supprime à chaque fois. Et du coup, selon l'axe Z, vous avez le score obtenu. Donc ça fait une belle montagne et on voit assez vite que plus il y a d'individus et plus on les supprime, meilleur est le score, quoi. En fait, plus il y a d'individus et plus on les supprime, plus vite, mieux le graphe. Voilà. Pardon. Plus le graphe a la possibilité de trouver un bon fonctionnement dans les 300 générations qui lui sont allouées pour obtenir ce score. Bon, c'était assez flou sur la fin. Et voilà, je crois que j'ai pas mal explosé mon temps. Du coup, voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup pour la présentation. Il y a des questions? Merci, oui, pour la présentation. C'était clair et assez intéressant. J'aurais une question sur la fin de la première partie. Tu parlais que tu allais t'entraîner non pas sur le score qui était ce que j'ai compris, juste dire ça c'est le meilleur classement, est-ce qu'on l'a obtenu ou pas, mais avec VTM pour savoir, tu vas qualifier tu vas utiliser comment ça s'appelle, un score qui sera moins binaire, c'est ça? Ouais, en fait, parce que là, actuellement, la façon que j'ai d'évaluer si oui ou non mes méthodes sont bonnes ou pas, c'est un score du coup sur 100%. Mais le 100%, c'est basé sur la vérité terrain donnée par VVC, quoi, par VTM. Alors que, c'est-à-dire que VTM dit, bah, pour moi, avec ma recherche exhaustive, cette imagette, elle doit être split avec ce split-là. Et si c'est le bon, je dis, bon, bah, c'est bien, tu as bien classifié, sinon, c'est pas ça. Mais dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que chaque possibilité de partitionnement correspond à un ratio, à ce RDO process, quoi. Super, j'ai oublié le nom du. Ça nous donne un ratio entre le débit, la quantité de données que ça représente, avec la perte de qualité que ça induit. Mais du coup, peut-être que les solutions qui sont données par les TPG, ou enfin plutôt l'ensemble de TPG au total, c'est pas la meilleure solution qui est trouvée par VTM,
mais ça correspond quand même à une solution qui va correspondre à un RDO cost qui est plutôt faible, peut-être pas le minimal, mais plutôt faible. Et comme le but premier, c'est pas d'avoir le top du top en efficacité, en rapport débit-distorsion, mais plutôt de réduire beaucoup la complexité de calcul de ce processus, et que les TPG font ça extrêmement bien, et ben peut-être que ça correspond quand même à ce qu'on veut faire. Ok, ouais. Le but, c'est de se placer, de vraiment se mettre en condition et d'exécuter les TPG dans VTM, ce qui est assez complexe à faire. C'est aussi pour ça que c'est Alexandre qui va le faire, parce que c'est un beau bordel, VTM, ce que disait Alexandre. Juste une petite précision, en fait, le résultat final, ça permet de dire à qualité vidéo identique quel est l'accroissement du débit par rapport à la solution optimale, quoi. Donc c'est un pourcentage, et donc les solutions actuelles, par exemple d'Alexandre, ça permet d'augmenter de 1,5% à 3%. Donc voilà, et donc c'est ça qu'il faut regarder, voir comment ça augmente ce débit, quoi. Ok. Un point qui serait intéressant à vérifier, surtout avec ce nouveau système, c'est que tu disais qu'il n'y avait que 2 splits qui étaient choisis. Peut-être qu'il n'y a que 2 splits qui apportent des gains régulièrement. Je serais curieux pour l'instant, ce que tu as trouvé, ça ne te permet peut-être pas de justifier, mais ça pourrait être intéressant de voir ça. En fait, quand je disais qu'il y avait 2 splits qui étaient choisis, c'était dans les premières solutions. En fait, le TPG, en fait, quand je le lançais avec un environnement d'apprentissage classique, le TPG n'arrivait pas à trouver, je pense, des signes distinctifs vraiment entre les imagettes et à pouvoir se dire, bon, ce type d'imagettes, c'est des splits verticaux, par exemple. Et en fait, du coup, c'était aléatoire. Certains des TPG avaient tendance à toujours répondre les mêmes classes. C'était souvent NP et QT. Mais du coup, ce n'était pas ce qu'on voulait obtenir, puisqu'on aimerait bien avoir un TPG qui, équitablement, arrive à dire il y a du NP, il y a du VTV, il y a du TTV, etc. Et quand on testait un autre environnement, donc l'environnement de classification de GGLATI, qui utilise le F1 score pour équilibrer un peu les choix, pour pas que le TPG délaisse certaines classes, en fait, c'était mieux, c'est-à-dire qu'on avait autant de sélections à peu près de toutes les classes, mais par contre, on restait sur des scores qui étaient assez pourris, quoi. C'était du 25% ou autre, quoi. Du coup, c'était pas convaincant, et c'est pour ça qu'on s'est assez vite tourné vers cette histoire de TPG binaire, quoi. Enfin, plusieurs TPG qui travaillent ensemble, plutôt qu'un seul et même TPG. Ok, merci. Je ne sais pas si j'ai le temps de poser une question ou deux. Bon, vas-y, hein, on est déjà overtime. Donc, Ouais, après, on n'a peut-être pas des énormes contraintes après. Enfin, je sais pas si. Bon, bref. Du coup, ouais, moi, toujours un peu dans cette veine-là, c'est vrai que ce pourcentage que tu donnes comme score, là, en gros, pourcentage de bonnes réponses, il n'est pas satisfaisant, quoi. Comme tu le disais, on aime. Ça, ta mesure, tu voudrais. Quelle est la perte en gain, en score RDO que tu as versus le temps d'exécution que tu as gagné? Ouais, c'est ça. Et du coup, on aurait envie de voir que tu montres les bonnes mesures en quelque sorte, quoi. Les mesures qui t'intéressent vraiment, que tu évalues tes méthodes de ça, quoi. C'est parce que quelque part, si tu choisis pas le meilleur split, mais que le split que tu proposes, il est quasiment au même RDO, c'est bon, quoi. Ouais, totalement. C'est pas binaire, c'est le bon ou c'est pas le bon, c'est est-ce que tu as perdu beaucoup en RDO finalement ou pas? En fait, de base, on était parti sur l'utilisation de bases de données parce qu'on ne savait pas du tout si les TPG allaient faire quelque chose de correct, quoi, dans cet environnement. Et ouais, du coup, mais là, ouais. Tu peux pas dire que c'est pas correct parce qu'ils ne te donnent pas exactement la bonne solution, quoi. C'est pour ça que le but, c'était de… Là, même si les résultats ne sont pas incroyables, Alexandre va tenter de les mettre dans VTM pour qu'on se rende compte, quoi, parce que… Ah oui, ouais. là, tu n'as pas les moyens justement de donner ces chiffres. Non, c'est assez… je pense que interfacer JGLATI avec VVC et réussir
D'accord. en fait, avoir des résultats avec sous la forme de ce débit distorsion enfin, du RDO process, enfin du RDO cost. Mhm. C'est vrai que si j'étais parti là-dessus dès le début, je pense que j'aurais pu faire quelque chose, mais pareil, ça aurait été beaucoup de boulot pour Oui, potentiellement oui. que Non, ce soit il pas fallait ouf. commencer par simple, c'est sûr. Et Ouais. ce qui intrigue quand même, c'est alors dans ta solution la meilleure, tu utilises toujours des features précompilées. Ouais. Et du coup, ça, en CNN, si on devait faire ça quelque part, ça veut dire qu'on n'a pas des CNN assez profonds parce que il faut les aider à trouver les bonnes features, ils n'y arrivent pas tout seuls. Et du coup, pour les TPG, qu'est-ce que ça veut dire de devoir est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de comment dire de chemin En fait, je pense que ce que les CNN ont en plus des TPG, quoi, c'est un peu cette histoire, je vais dire analyse d'image, mais enfin que les CNN, ça marche vachement bien avec les images, quoi, avec les convolutions et tout. Parce j'ai essayé de donner comme instruction de base, comme brique élémentaire au TPG, la convolution bête et méchante. C'est quelque chose, enfin, c'est un point que j'ai pas assez, enfin, pas trop eu le temps d'explorer pendant mon stage, mais qui, ça se trouve, marche assez bien. Et en fait, quand je lui donnais juste la convolution, le TPG, les résultats, je crois que je les ai pas là. Mais en fait, après, je représentais l'imagette de base et je regardais à quel pixel le TPG avait accédé. Et en fait, il accédait pas à 90% des pixels. Et il y avait un endroit où il y avait un carré 3x3 et il utilisait la convolution 600 fois sur les mêmes pixels. Donc Ah oui, c'était c'est assez. bien. Donc après, c'est pareil, quoi. J'ai essayé, je lui ai donné la convolution, j'ai fait 3 entraînements, j'ai comparé, j'ai vu que quand même, c'est pas très poussé comme recherche, quoi, parce que j'étais assez. D'accord. Et aussi ton graphe sur le nombre d'individus et le pourcentage je sais plus, Ouais. de nombre que tu tues à chaque. En fait, ça donne l'impression qu'en gros, il faut que ça ne sert pas à grand-chose les mutations, quoi. C'est-à-dire, là, il y en a que tu jettes complètement et d'autres que tu fais muter. Que là, si ça veut dire qu'il faut que tu les remplaces à chaque fois, c'est un peu comme si tu faisais un tirage aléatoire dans ton espace de solution. Non, parce que je suis passé rapidement là-dessus, mais quand on les remplace, on repart des meilleurs qui sont restés, en fait. Oui, On mais là, garde le top du classement. tu dis qu'il faut garder personne quasiment pour que ça marche mieux. Euh, c'est pas personne dans les faits. Je peux pas arrêter le GIF, je pense. Mais Ah là, oui, en fait, d'accord. on s'arrête Ouais, pas à 1, c'est ouais. 99%. Mais c'est absolument extrême. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est pas vrai tout le temps. Ça, c'est la version 2D de ce graphe-là. En gros, à chaque fois, vous avez l'échelle de couleur du nombre de routes. Euh, donc, quand on est sur des nombres astronomiques de routes, 7000 ou 10 000, effectivement, supprimer 99% des individus à chaque fois, ça nous donne le meilleur score. Mais dès qu'on reste sur des nombres de routes un peu plus faibles, par exemple 360, c'est la valeur qu'il y a de base dans la thèse de Kelly, si on supprime 99% des individus, il n'y a plus, en fait, il n'y a plus du tout de diversité de comportement, quoi. Et du coup, le score même tombe, on le voit à la fin. Et au final, c'est mieux de garder que 50% de la population sur des nombres de routes assez faibles, quoi. On ne le voit pas trop sur la courbe 3D, c'est aussi pour ça que j'ai fait Oui. ce Ah, dessin. attends. Quand tu es à 1, tu gardes tout le monde et tu fais muter et tu les fais. Non. Pardon, Non, le quand on est à ratio. 1, on supprime tout le monde. Ouais, c'est ça. D'accord. Et on Mais est on n'est d'ailleurs, jamais à 1 complètement. voilà, ça. C'est 0,99, ça s'arrête avant. Et tu les retires aléatoirement, les nouveaux. Euh, oui, les nouveaux sont des mutations aléatoires des Non, meilleurs. c'est des mutations, d'accord. Mutation, c'est un peu simplifié. En fait, il y a différents procédés qui permettent d'obtenir des individus qui ressemblent aux meilleurs, mais qui sont légèrement différents, quoi. Et peut-être que par chance, quoi, en gros, petit à petit, on va obtenir des individus, enfin des graphes, quoi, qui sont de mieux en mieux, quoi, qui ont des petits plus les uns les autres au fur et à mesure des générations. Et alors là, j'ai pas la courbe sous les yeux, mais en fait, on voit assez vite quand on trace le score. Le score des. Donc, j'ai tracé ces courbes. Je ne l'ai pas trop fait sous MNIST, mais sous mon problème. Le score en fonction de la génération.
on voit quand, allez, 4 générations, 5 générations, il part de, au début c'est complètement random, hein, c'est une chance sur 6 du coup, pour le problème sur VVC. Donc il part de 16%, et en 4 générations, il atteint les 25%, c'est-à-dire que très très vite, il trouve un peu des façons d'améliorer son score. Mais après, les 96 générations qui restent sur les 100 générations d'entraînement, il stagne de complet, quoi. Il y a un palier absolument plat. Il n'arrive pas à trouver d'autres façons d'améliorer, quoi. Ah, c'est intéressant. Bon, merci.